Bonjour, Monsieur le Ministre, bonjour, cher Ahmed Lahlimi, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Emilio Fontella. Je suis très heureux d'être au Maroc et d'être aujourd'hui avec vous. Alors évidemment, je vais changer de registre, pardon de le dire comme ça, mais je vais passer de la prophétie participative à un exercice de pédagogie modeste, d'explication autour du co-développement, le sujet du jour, et des mondialisations historiques telles qu'elles ont été exposées par Fernand Braudel et Emmanuel Wallerstein. Alors, il faut savoir un petit peu, on a beaucoup parlé de co-développement aujourd'hui, peut-être qu'il y a un effort que je vous demande de faire avec moi de définition. Je commencerai par donner quelques éléments fondamentaux du co-développement. J'essaierai de mettre en perspective ce co-développement avec la mondialisation et je vous proposerai en troisième partie une espèce de plan Marshall de nouvelle économie du développement. Alors, à ce sujet, quels sont les fondements économiques et sociaux du co-développement? Il y en a trois. Il s'agit d'abord de canaliser l'épargne des migrants vers l'investissement. Le deuxième point est de mobiliser la diaspora, toutes les diasporas, sur le développement de leur pays d'origine. La troisième chose, c'est de trouver un nouveau paradigme de développement au sein du capitalisme et qu'on appelle le co-développement. Alors ce co-développement se situe à la confluence de problématiques des migrations, et ces migrations aujourd'hui, je vais en dire quelques mots, ont une importance considérable parce qu'elles sont motrices des nouvelles mobilités. Donc, premier élément, les migrations. Deuxième élément, leur injonction sur le co-développement. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis 25 ans, on observe une accélération aujourd'hui de la mobilité des biens. On l'observe avec le commerce international, des flux financiers et des personnes. Ces mobilités sont extraordinaires et elles étaient imprévues. Elles résultent pour une grande partie de l'influence des médias, télévision, téléphone, Internet, qui font croire bien souvent que les pays du Sud sont moins préparés, si je puis dire, à recevoir des gens que les pays du Nord qui seraient un Eldorado. En vérité, tout concourt aujourd'hui pour accélérer les migrations. Ça n'était pas prévu, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. La mondialisation, à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, a comme effet imprévu l'accélération des mobilités qui sont aujourd'hui incontournables. On ne peut plus aujourd'hui les empêcher. C'est la raison pour laquelle, dans les nouvelles propositions qui se font jour aujourd'hui, il faut réguler ces mobilités. Alors, je ne sais pas s'il faut un ministère de l'immigration et d'identité nationale, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut aujourd'hui reconnaître un droit à la mobilité. Et ce droit à la mobilité, il n'est pas nord-sud, il est nord-nord, il est nord-sud, il est sud-sud. Autrement dit, il y a là un élément important. Alors, les migrations nord-sud, ou plutôt sud-nord, posent un énorme problème aujourd'hui à propos des élites. On constate une véritable désertion, notamment dans le domaine de santé, avec les médecins et les ingénieurs qui quittent les pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc est concerné, comme l'Algérie, et on considère que sur les élites, disons sur une certaine catégorie d'élites, en Afrique, sur 1 200 000 cadres de niveau supérieur, 600 000 aujourd'hui sont dans les pays du Nord. Imaginez le potentiel humain qui s'expatrie aujourd'hui du Sud vers le Nord et quelle est la réaction des pays du Sud. Et c'est là où je pense qu'il y a un élément intéressant, c'est de voir ce que fait la Chine à ce sujet. Pour réagir contre cette fuite des cerveaux et faire revenir les cadres qui ont été formés à l'étranger, un pays comme la Chine met en place une stratégie pour encourager les retours et lutter contre la fuite du capital humain. Le gouvernement chinois informe la diaspora de l'existence
d'offres d'emploi proposées à des niveaux de rémunération très élevés pour les aider au rapatriement. Il propose aux expatriés des visites de courte durée pour servir le pays. Les administrations locales rivalisent de moyens pour attirer ces diplômés formés à l'étranger. C'est à Shanghai que cette politique a été la plus efficace et a donné ses résultats. Ne pensez pas que ça concerne que les pays du Sud. Ça concerne également les pays du Nord. Cette désertion de la main-d'œuvre qualifiée et cet exode des cerveaux, on l'observe notamment en France, où de nombreux cadres supérieurs quittent la France pour aller en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Donc il faut réfléchir aujourd'hui. Les migrations, à travers les mobilités générées par la mondialisation, donnent cette espèce de double mobilité et qui modifie considérablement le paysage de la migration. Nous ne sommes plus uniquement dans des échanges migratoires, si je puis dire, qui se situent au niveau modeste avec les immigrants, mais aujourd'hui, la migration a un aspect nouveau et il faut tirer parti économiquement de cette double mobilité. Le co-développement propose d'aider les migrants à être des facteurs potentiels de développement dans leur pays d'origine au travers de mécanismes migratoires, financiers et socio-culturels. Ce mécanisme socio-économique n'est pas complètement désintéressé. Il est censé répondre à des urgences du moment en s'inscrivant dans une dynamique visant à recapitaliser, à revitaliser les forces vives dans l'ensemble des pays en développement, mais également dans ce qu'on appelle ces PMA, pays moyennement avancés. En vérité, on s'aperçoit aujourd'hui que le co-développement est un nouveau mécanisme économique pour corriger les asymétries économiques de développement entre Nord et Sud, mais même à l'intérieur du Sud et également à l'intérieur du Nord. Et cette chose-là est d'autant plus indispensable au regard des mouvements de population qui se sont opérés. Hier, il a été signalé que la population mondiale du globe était de 6 milliards d'habitants, qu'elle avoisinerait les 9 milliards d'habitants en 2050. Mais cet accroissement de la population va poser de nombreux problèmes, parce que 50% de cette population se retrouvera en situation de précarité financière, de précarité éducative, de précarité sanitaire, à quoi s'ajoutent des infrastructures déficientes et une corruption forte. Autrement dit, on a un double mouvement aujourd'hui qui s'opère avec cette question des migrations. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des phénomènes d'enrichissement considérables et de l'autre côté, il y a des phénomènes de précarité. C'est ce qu'on appelle, pour simplifier, le modèle singapourien. Alors, il a été évoqué le colonialisme, il faut quand même en dire un mot. Je crois que le co-développement peut achever, si je puis dire, la décolonisation. Historiquement, le XXe siècle, ça a été rappelé, on vient de parler de la chute du mur de Berlin, mais c'est également, technologiquement, le siècle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et c'est également le siècle de la décolonisation. Mais à mon avis, si la décolonisation a pu se faire sur le plan politique, elle ne s'est pas faite sur le plan culturel, elle ne s'est pas faite sur le plan social et pas plus sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il s'agit de proposer un modèle de développement économique qui viendrait à bout de cette colonisation économique. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. L'objectif du co-développement est de montrer que les transferts de devises fortes peuvent mettre en jeu un mécanisme cumulatif favorable au décollage et à la croissance dans les pays en développement. Il s'agit de ce qu'on appellerait un multiplicateur qui rappelle, alors référence historique, je le dis devant de brillants économistes comme mon ami Christian de Boissieu, mais il s'agit de refaire un petit peu ce qu'avait proposé Keynes à son époque. Très brièvement, cet instrument de politique économique a fait ses preuves sous la forme de travaux pratiques empiriques, on se souvient du modèle de Roosevelt. C'est grâce à l'effet de multiplication que les économies occidentales sont sorties de la crise de 29
et ont pendant un certain temps recouvré leur santé. Il s'agirait d'un processus de relance par la demande initiée par une injection de monnaie dans l'économie, bon, vous connaissez toutes ces choses-là, mais finalement, grâce à un déficit budgétaire béant, l'accroissement de la demande a entraîné un renchérissement des produits nationaux bruts. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on peut recourir à cet effet multiplicateur aujourd'hui comme moyen pour susciter le décollage des pays pauvres qui sont souvent victimes, on le constate aujourd'hui avec les négociations de l'OMC dont on a parlé hier, de l'ouverture d'économies non protégées. Là aussi, la réponse est simple. Si les transferts sont orientés vers l'espace rural, c'est-à-dire localement, en économie relativement fermée, et si ces investissements sont dirigés vers la consommation et l'investissement productif, la construction, les mini-centrales, l'énergie, les hôpitaux, la santé, tous ces biens communs, tous ces biens publics, il en résultera un effet d'entraînement et la constitution progressive d'un capital productif. Cependant, il est évident, et ça a été souligné, et je suis tout à fait heureux que Christian de Boissieu l'ait fait avec beaucoup de talent, il s'agit de stimuler plutôt les PME que de stimuler les multinationales avec ce co-développement dans un stade initial. Et secondement, il s'agit de ne pas investir dans des consommations ostentatoires du style voiture de luxe, 4x4, etc., mais plutôt d'orienter ça vers des investissements comme l'université, la santé, les biens infrastructuraux, si je puis dire, essentiels. En même temps, on s'apercevra que cet élément pourra corriger quelque part la corruption. Alors, dans les PVD et dans les pays moyennement avancés, il ne s'agit pas de remettre en action du capital et du travail inutilisé ou oisif, il s'agit de créer du nouveau capital avec de nouveaux emplois en stimulant tout un tissu de PME un peu dans tous ces pays-là. Comment le pouvoir d'achat permettrait à ce niveau-là d'obtenir plus facilement des microcrédits qui viendraient s'ajouter aux transferts et à l'aide au développement. Prenons un exemple simple. $1 provenant d'un transfert qui est dépensé pour satisfaire des besoins essentiels stimule le commerce de détail, ce qui dynamise la demande de biens et de services qui, à son tour, stimule la production et l'emploi. Les exemples de la Banque mondiale ont montré, par exemple, qu'un $1 au Mexique dépensé accroît le PNB de près de $3, 2,69 $, si les bénéficiaires des transferts sont des ménages urbains, et de 3,17 $ si les bénéficiaires sont des ruraux. Et c'est là, à mon avis, où l'Europe, on critique beaucoup les États-Unis, mais ce que l'accord récent des États-Unis et du Brésil sur l'éthanol est extrêmement prometteur. C'est là où l'Europe pourrait avoir une vocation extrêmement forte, comme ça a été rappelé, si elle s'inspirait de ce modèle-là pour injecter des euros qui eux-mêmes feraient des petits et accroîtraient les PNB dans le même pourcentage. Pour que les résultats de cet effet d'amplification du multiplicateur soient possibles, il est naturellement indispensable que les transferts ne soient pas détournés par la corruption et que ces transferts soient sécurisés à travers des systèmes bancaires. Donc je pense que... Alors, à partir de cet élément, disons, modeste du co-développement, élargissons la donne à la mondialisation et passons du co-développement au développement. Alors, pour lutter contre la pauvreté et pour faciliter le développement, il faut naturellement utiliser ces transferts de devises, mais vous savez que ces transferts de devises ne sont pas sont très substantiels. C'est plus de 100 milliards de dollars, on parle même de 200 milliards de dollars de transferts de devises possibles. Mais naturellement, c'est insuffisant. Alors évidemment, il faut rajouter à cela de nouvelles ressources financières. Elles existent. On a parlé de taxes sur les exportations d'armes,
On a parlé de taxes sur la production du pétrole, on a parlé d'écotaxes généralisées, il y a les taxes sur les transports. Évidemment, tout cela, c'est des micro-mesures, mais cela constitue, si on reprend l'ensemble, un flux financier considérable. Et ce flux financier considérable, s'il était injecté dans cette logique nouvelle économique du co-développement, on peut considérer qu'il peut accroître le potentiel économique de ces pays moyennement avancés. Et on s'aperçoit qu'à corriger les asymétries économiques qui se situent dans ces pays en développement dégagerait en quelque sorte une nouvelle dynamique sociale et économique. Et là, je terminerai en disant que l'Europe, le monde, a devant lui un défi considérable avec les pays en voie de développement ou les pays moyennement avancés, et que l'Europe devrait jouer sa chance, si je puis dire, sur la Méditerranée à travers ce que j'appellerais un nouveau plan Marshall. Alors de quoi il s'agirait? D'élargir le champ de l'analyse relative au co-développement en la généralisant au niveau de la planète. Sur le plan international, il serait souhaitable d'aller vers ce multiplicateur mondial. Il s'agirait en quelque sorte de promouvoir une croissance élevée dans les pays où la pauvreté est absolue ou relative. Pour cela, il faudrait que les pays riches à faible population, on peut parler évidemment des États-Unis, mais on peut également parler des pays pétroliers du Golfe, transfèrent leur épargne vers les pays pauvres ou émergents dont la population est élevée, Inde, Chine, Afrique, Maroc, etc., dont les besoins sont très importants. Malheureusement, c'est l'inverse que nous voyons et que nous constatons aujourd'hui, parce que la Chine subventionne la surconsommation américaine. Néanmoins, cette mise en œuvre mondiale et concertée d'une politique post-keynésienne nécessiterait probablement une nouvelle gouvernance mondiale. Sous cet angle, l'avenir des pays riches serait l'enrichissement des PVD, des PMA, c'est-à-dire le développement naturel, quelque part, de l'Europe, des États-Unis, serait de développer ces pays en proximité qui ne sont pas encore développés. Il y a là quelque chose aujourd'hui d'une réconciliation entre l'économie et le politique. Il faut revenir à l'économie politique et le co-développement nous permet cette chose-là. Et je terminerai en disant la chose suivante. Pour que tout cela marche, et je fais ça sous forme de question, est-ce que la mondialisation aujourd'hui est capable d'être intelligente? Je vous remercie.